Dans un état de guerre. Et ce serait malhonnête et ce serait mentir, mentir par rapport à notre mission que de commencer autrement. C'est une guerre d'abord financière, où un système anglo-américain est aux abois avec ses complices en Europe, qui impose une austérité destructrice des économies et des êtres humains. Je crois qu'on connaît ce qui s'est passé en Grèce. Ça ne vaut pas la peine, ça parle de soi-même, ça ne vaut pas la peine de le commenter. C'est la torture par la dette et pratiquée ouvertement par les dirigeants européens. C'est la guerre financière, donc c'est aussi la guerre tout court. Les conflits se multiplient dans le monde et le chantage nucléaire de la guerre froide est en train de réapparaître en bien pire. L'oligarchie de l'Empire, qui est de matrice britannique, a toujours besoin, comme un drogué, toujours plus de territoire de production à piller. C'est un système qui est basé sur le pillage. Et piller, évidemment, veut dire détruire. Pardonnez-moi. Jacques, est-ce que vous pouvez parler plus fort ou parler plus près du micro, s'il vous plaît? On vous entend mal. Oui, et je ne sais pas si vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Oui, pardon, on vous entend, c'est encore un peu faible. Et maintenant? Est-ce que ça va, la salle? OK, continue. Oui, ça marche, merci. C'est mieux. Donc, je disais, nous sommes dans un état de guerre et ce serait malhonnête de ne pas commencer par là et par le dire. Guerre financière, parce qu'un système anglo-américain, avec ses complices en Europe, est aux abois et pratique une austérité absolument destructrice. On l'a vu avec la Grèce, je crois que ça parle de soi-même, c'est la torture par la dette, et la torture systématique, détruisant à la fois les pouvoirs créateurs d'un peuple, mais sa capacité de vivre tous les jours. Un peuple qui n'a plus de médicaments, un peuple qui n'a plus d'emploi, et où on coupe les retraites alors que toute une famille vit de ses retraites, puisque les autres membres de la famille n'ont pas d'emploi. Donc une guerre financière, mais une guerre tout court. Au moment où les conflits se multiplient dans le monde, et le chantage nucléaire, on retrouve les conditions de la guerre froide en pire. Parce que l'oligarchie de l'Empire, qui est, comme vous le savez, de matrice britannique, vous savez quelque chose du système monarchique anglais là-bas au Canada et au Québec en particulier, ce système a toujours comme un drogué besoin de plus de substances à piller, de plus de substances humaines, de substances économiques, de production à piller, et n'est jamais satisfait. Il faut qu'il pille davantage, donc détruise. Et une guerre culturelle, pour tenter d'anéantir les résistances légitimes qui apparaissent, l'Empire propage une contre-culture qui est elle aussi destructrice, qui détruit les capacités créatrices des êtres humains pour ramener l'être humain au statut de vassal ou de serf ou de suzerain ou d'esclave mental, où le suzerain opprime le vassal, ou des gens dont les repères ont disparu et qui ne savent plus comment s'orienter, qui sont désorientés parce que leurs repères ont disparu. Le danger de guerre est immédiat. Nous le disons, Lyndon LaRouche l'a répété à plusieurs reprises, que ce mois d'août est vraiment le mois de tous les dangers. Cela ne veut pas dire que si nous passons l'échéance, les choses iront mieux. Car entre une mort rapide et une mort lente, je ne sais pas laquelle des deux, si on reste dans le système, est la plus agréable. La stratégie de l'Empire aux abois a toujours été d'imposer aux autres le chantage, avec les armes les plus développées dont il peut disposer.
non basé sur des découvertes, mais sur des applications technologiques. Et cette fois, le chantage de l'OTAN est un chantage nucléaire. Cet état de guerre vient d'être défini par un général italien, Fabio Mini, qui est ancien chef du commandement sud de l'OTAN. Il a dit, constatant la situation en Ukraine et au Moyen-Orient, mais aussi en Chine, il a dit « Tout indique qu'on ne doit pas attendre un autre conflit total. Tout indique qu'on ne doit pas attendre un autre conflit total. Nous sommes déjà plongés jusqu'au cou dans ce conflit. Il n'y a pas à l'attendre, on y est déjà. » Il voit le danger dans la politique agressive d'Obama en mer de Chine, c'est le fameux pivot pacifique. Et il dit, pas tellement parce que des porte-avions et des missiles s'y trouvent déployés, mais parce que la préparation d'une guerre mondiale de ce type, y compris l'inévitable confrontation nucléaire, est ce que l'on prépare. Donc, ce n'est pas un pacifiste ou un larouchiste qui parle, c'est un militaire ayant exercé les plus hautes fonctions au sein de l'OTAN. Nous sommes ainsi dans une situation devenue plus grave que celle de la crise des missiles de Cuba de 1962, d'octobre-novembre 1962, au cours de laquelle John Kennedy, et aussi dans une certaine mesure Nikita Khrouchtchev. Un instant, on a un problème de son. Vous avez eu la citation de Fabio Mini? Oui. Donc, cette citation, je dis, c'est pas un pacifiste ou c'est pas un larouchiste qui parle, c'est un militaire qui a exercé les plus hautes fonctions au sein de l'OTAN. Nous sommes ainsi dans une situation qui est devenue plus grave que celle de la crise des missiles de Cuba en 1962, d'octobre-novembre 1962, au cours de laquelle John Fitzgerald Kennedy et Nikita Khrouchtchev, à sa façon, sont parvenus à éviter de peu que le seuil nucléaire soit franchi. Pourquoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, pourquoi je peux dire aujourd'hui que c'est plus grave que la crise des missiles de Cuba? La raison fondamentale est double. D'une part, la gravité de la situation actuelle, qui est incommensurablement plus grave que celle de 1962, incomparablement plus grave. D'autre part, le fait que John Kennedy et Nikita Khrouchtchev avaient établi un canal secret personnel de communication pour, comme Kennedy l'avait dit à Khrouchtchev en 1961, éviter une guerre qui pourrait exterminer l'humanité. Alors vous pensez que si déjà on avait les moyens en 1961 de faire une guerre qui puisse exterminer l'humanité, aujourd'hui ces moyens sont bien plus développés encore. Aujourd'hui donc, contrairement à cette époque où le président était Kennedy, le président des États-Unis s'appelle Barack Obama. C'est un narcissique qui a adopté le point de vue de ses maîtres britanniques, le point de vue stratégique de ses maîtres britanniques, et qui joue, au contraire, contrairement à Kennedy, qui joue le jeu du chantage nucléaire. C'est une sorte de narcisse devenu Néron, un Néron qui n'en a pas l'air, mais qui en est un. Il n'a pas l'air parce qu'il est comme tout le monde, prétend-il, accro aux séries, au basket et au golf. Donc c'est un Néron golfeur qu'on a. Les manœuvres prévues en septembre par l'OTAN, Trident Juncture 15, inclut des exercices qui impliquent le recours à des armes nucléaires contre la Russie. Washington procède à la production de nouvelles armes nucléaires tactiques, les B-61-12, susceptibles d'atteindre le territoire russe, à la fois par les futurs avions à réaction furtif, les F-35, ou même en utilisant les avions qui existent aujourd'hui. Les États-Unis se sont aussi retirés unilatéralement, de même, du traité international sur les missiles antibalistiques, le fameux traité des ABM, afin de déployer un système de défense antimissile en Europe orientale, notamment, qui est déjà en cours avancé de déploiement, en Pologne et en Roumanie. Ce système est prétendument dirigé contre l'Iran, mais évidemment, tout le monde sait que c'est dirigé de fait contre la Russie. Obama a d'ailleurs confirmé le but réel de ce déploiement en disant « Nous gardons ces missiles antimissiles, bien que l'accord ait été conclu avec l'Iran. » Donc c'est un aveu que c'est dirigé contre la Russie. Ces faits ne doivent pas être recensés un par un.
Il constitue différents éléments, différentes étapes, on peut dire, éléments plutôt, d'un processus d'ensemble de provocation insensée, dirigée contre la Russie et aussi ensuite contre la Chine. En effet, tous les accords ou les arrangements, et j'en ai parlé à des gens qui y ont participé, donc je peux vous dire que ce que je vous avance, ce n'est pas en l'air. Tous les accords ou arrangements de prévention contre la guerre à l'Est conclus à la chute de l'URSS ont été violés, systématiquement violés. Il avait été promis à la Russie qu'il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN à l'Est en contrepartie du fait que la Russie acceptait la réunification de l'Allemagne, donc avec l'OTAN allant sur le territoire d'Allemagne de l'Est. Mais on devait en rester là. En fait, il était prévu que des États comme la Pologne, la Roumanie, ou même l'Ukraine après 1991, c'est-à-dire le moment où l'Ukraine s'est séparée de l'Union qui était celle de l'Union soviétique, qui était devenue la Fédération de Russie. Donc il était prévu que la Pologne, la Roumanie et puis l'Ukraine jouent le rôle de pont, ou soit le pont crucial, fondamental, entre l'ensemble qui était un ensemble eurasiatique, l'ensemble reconstitué économiquement de la Russie, et l'Union européenne. Il était prévu qu'il y ait une paix basée sur ce développement en Europe. Résultat, tout le contraire a été fait. Tout le contraire. Les missiles ABM antibalistiques ont été déployés en Pologne et en Roumanie. Les 3 premiers navires de guerre avec des missiles antimissiles Aegis, un système de défense antimissiles Aegis, c'est pas les missiles, un système de défense antimissiles Aegis avec 3 premiers navires de guerre, des frégates américaines, sont déployés à la limite des eaux territoriales russes en mer Noire. Les troupes de l'OTAN venues en présence temporaire en Pologne ou dans d'autres pays, leur présence se prolonge indéfiniment. Et finalement, c'est le coup d'État en Ukraine, fomenté et financé de son propre aveu par Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires européennes et eurasiatiques. Le but visé était et demeure de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est face à ce chantage organisé que s'est manifestée la résistance russe. Aujourd'hui, nous avons donc d'un côté le chantage nucléaire d'Obama et de l'OTAN, qui, après avoir tenté d'étrangler économiquement la Russie, font peser sur elle la menace militaire. En effet, le calcul est de convaincre la Russie, en passant au besoin à l'acte, que l'OTAN est en mesure de détruire, grâce à la précision de ses missiles, à leur modernisation et à leur caractère furtif, que l'OTAN est capable de détruire la capacité russe de contre-frappe, de deuxième frappe, en cas de première frappe de l'OTAN. Donc, on se situe bien dans l'hypothèse d'une première frappe de l'OTAN, sans le dire tout en le disant. À quoi la Russie réplique, consciente de cette stratégie, qu'elle se réserve une capacité de première frappe si ses intérêts vitaux sont menacés ou ceux de ses principaux alliés. La Russie veut empêcher l'escalade nucléaire et pour cela montrer que si le chantage est pratiqué contre elle, elle se réserve non seulement la capacité d'une première frappe, mais surtout d'une riposte de deuxième frappe capable d'anéantir les pays membres de l'OTAN. Nous en sommes là, donc, et Obama joue chaque jour davantage avec le feu, et c'est le feu nucléaire. Il prépare d'abord tout son arsenal au complet et le déploie. On l'a vu. Ensuite, deuxièmement, en Syrie, Obama profite de l'intercession parlementaire, des vacances du Congrès américain, pour violer la constitution de son pays en changeant les règles d'engagement de ses forces en Syrie, ses forces aériennes, sans demander l'avis du Congrès et bien entendu sans avoir l'approbation de l'ONU. C'est la théorie de l'exécutif unitaire de Bush et de Cheney, contraire au principe de séparation des pouvoirs fondateur de la Constitution américaine. Et troisièmement, un changement de grande portée se trouve actuellement mis en place au niveau des forces armées américaines,
les généraux modérés, qui étaient totalement opposés à l'hypothèse d'une guerre nucléaire, sont remplacés par des radicaux, pourrait-on dire, qui proclament que la Russie est le principal ennemi et qu'il faut prendre ses dispositions pour l'affronter. Le général Dempsey, président des chefs d'état-major des armées américaines, est sur le départ, c'était un modéré, et le général Flynn, directeur de la Defense Intelligence Agency, de la DIA, a été démis de ses fonctions. Donc, on veut mettre à la place des gens qui sont partisans d'une confrontation, et même d'une confrontation à très court délai. J'ai voulu être précis pour que vous mesuriez bien la nature du danger. Tout le système financier transatlantique vacille sur ses bases aujourd'hui. Et c'est reconnu même par les spéculateurs financiers de Wall Street ou de la City. Et donc, le recours au chantage nucléaire apparaît mathématiquement logique dans ce contexte. Tous les présidents américains depuis Truman, jusqu'à George W. Bush, ont exclu le recours au nucléaire, parce qu'ils avaient vu ce qui était arrivé à Hiroshima et Nagasaki. Quelle que peut être leur opinion par ailleurs de ces présidents. Hein. Depuis, Bush et Cheney, et maintenant, avec Obama, maintenant, Bush, Cheney, Obama, c'est la doctrine Truman qui revient. Celle d'Hiroshima et de Nagasaki, elle fait son retour. Avec Obama, ce sont les conséquences ultimes de cette doctrine qui sont là, sur la table. Alors, évidemment, face à cette situation, face au caractère absolument destructeur de ce qui se passe, pourquoi n'y a-t-il pas une réaction des peuples? Pourquoi, face à cette menace vitale, le réflexe même de survie paraît être perdu? Pourquoi vous-même, vous ne vous mobilisez pas si vous ne l'avez pas encore fait? Pourquoi n'y a-t-il pas cette réaction face au danger? Pourquoi cette atonie, cette asthénie, cet état de dépression plus ou moins général? La réponse est ici, et c'est fondamental de le comprendre, comme il est fondamental de comprendre la liaison entre le financier et le militaire. Il est essentiel de comprendre le lien entre le financier et le militaire, et la réponse qui est ici culturelle, et le culturel, le domaine culturel. Depuis plus de 50 ans, et en fait depuis la mort de Roosevelt, c'est la capacité créatrice des êtres humains qui fait l'objet d'une destruction systématique pour que leur capacité de résistance soit anéantie. Cela vous apparaît peut-être choquant, mais c'est un fait qu'il y a une sous-culture universelle qui s'est développée, qui s'étend de Washington à Paris en passant par Montréal, de Londres. Donc je disais, oui, que la raison pour laquelle les gens ne se mobilisent pas contre une situation qui est celle de leur destruction, qui est à l'horizon, les gens ne se mobilisent pas pour des raisons culturelles, parce qu'on a promu une sous-culture qui, en séparant le réel du virtuel et en promouvant la violence, cherche à anéantir la capacité de résistance, de mobilisation des gens. Il ne s'agit pas, comme le faisait la propagande de Goebbels, il ne s'agit pas de convaincre les gens de quelque chose, de les exciter contre quelque chose, mais bien plus de créer un environnement dans lequel le système ne peut être changé, dans lequel on crée l'illusion d'une stabilité, une stabilité mortelle, mais inchangeable. Premier exemple, Games of Thrones. Je ne sais pas, tout le monde connaît à peu près cette série, qui vous plonge dans une oligarchie attachée au pouvoir pour le pouvoir et au goût de détruire, y compris s'il le faut pour le pouvoir, son peuple et même sa famille, dans sa propre famille. C'est vu par des milliards d'individus sur la planète. J'ai de jeunes militants qui ont rencontré de jeunes militants de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan et de la Russie, et je leur ai dit, interrogez-les, vous verrez, ils voient Game of Thrones. On m'a dit, non, ce n'est pas possible. Eh bien si, ils voyaient Games of Thrones, qui est vu depuis le Kazakhstan jusqu'à la Terre de Feu, en passant par différents pays du monde.
Et ce qui est frappant, c'est la visite de la reine Elisabeth elle-même, accompagnée du prince Philippe, du studio où est tourné en Ulster, donc au nord de l'Irlande, mais nord de l'Irlande britannique, leur visite du site. Alors on voit le prince Philippe, dans sa perversité habituelle, prendre des arbalètes en matière plastique, probablement, ou pas d'ailleurs, probablement en fer, se piquer le doigt pour voir si ça pique et avoir un sourire satisfait. Et la reine, elle, trottait à pas menus vers le trône de fer. Et alors, on lui dit, asseyez-vous, asseyez-vous. Elle dit, ah non, j'en ai pas besoin, j'ai déjà un beaucoup plus puissant et beaucoup plus confortable. Donc, elle-même vient d'avouer son pouvoir. Deuxième exemple, Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est une autre série sur la Révolution américaine. Donc, c'est pour la Révolution américaine, hein, c'est anti-anglais. Et ça montre les héros, Franklin, Washington, Lafayette. Seulement, il n'y a pas Hamilton, bien sûr. Il n'y a pas tout ce qu'a porté Hamilton à la création de l'État américain. Et c'est vu du point de vue de qui? D'un sauvage américain qui est contre les Anglais et qui tue au tomahawk dans quelque chose qui est décrit par l'entreprise française installée principalement à Montréal, qui dit bien plus qu'un jeu, un phénomène planétaire. Donc ces gens sont conscients de véhiculer une sous-culture qui affaiblit les capacités de résistance ou égare les gens ou les fixe, les hypnotise dans une sorte de jeu. Alors réfléchissez à l'état d'esprit de ceux qui sont bombardés par ces contre-cultures, car c'est un bombardement. Pour eux, la politique et leur survie même est soit l'élément d'un grand jeu, soit la politique, c'est quelque chose qui est hors de leur univers virtuel qui les imprègne. En même temps, dans l'enseignement, on réduit l'enseignement aux mathématiques. On apprend par exemple les 3 lois de Kepler, dans le désordre d'ailleurs, en évoquant la méthode créatrice de Kepler qui a permis d'établir ces lois. On attribue la découverte de la gravitation universelle et du calcul infinitésimal à Newton, qui était en réalité un alchimiste, dans laquelle Keynes s'amuse d'avoir trouvé dans sa malle 90% de travaux sur l'alchimie. On vole ainsi à Kepler et à Leibniz leurs travaux, le résultat de leurs travaux, comme on vole les mots amour et création pour les réduire à des tentations, à des sensations, au frottement logique de 2 ou plusieurs épidermes. Ouais, les mathématiques sont utiles. Utiles pour donner des formules aux lois. Mais jamais une création humaine n'a pu avoir lieu dans l'ordre logique donné par les mathématiques. C'est incompatible, puisque c'est le passé qu'elles organisent, une découverte ou des découvertes déjà faites, et pas l'avenir. L'avenir appartient à celui qui découvre qu'il y a quelque chose dont la cause n'existe pas encore, elle n'a pas été mathématiquement analysée, donc il faut la chercher, et par-delà l'univers mathématique existant. Marie Curie, face à l'enseignement formel qu'il y avait en France à son époque, en 1900, celui d'un monde fini dans lequel on analyse et on communique aux enfants les résultats de ces analyses, Marie Curie avait créé sa propre école pour ses enfants et ses amis de l'Arc Ouest, et elle disait qu'à considérer l'école établie à son époque, elle se demandait si plutôt que d'y envoyer ses enfants, il ne faudrait pas mieux les noyer comme on faisait alors avec de jeunes chatons. Elle a plutôt fondé sa propre école, je vous rassure. Marie Curie était la grande amie et correspondante d'Einstein, la seule femme présente et belliqueuse, croyez-moi, à la conférence Solvay de 1911, où elle est devenue l'amie de Einstein et de Planck. Donc, c'est intéressant de penser à cette histoire et de la resituer de cette façon. Un point important ici, dans tous les départements de philosophie des universités américaines aujourd'hui, dominent les logiciens qui empruntent aux mathématiques les outils d'une réflexion sémantique, comme ils disent. La logique des faits, plongée dans la logique du langage, anéantissant au cœur la pensée créatrice. Donc ce n'est pas seulement les jeux vidéo, c'est au plus haut niveau l'enseignement.
La référence de ces philosophes d'aujourd'hui, entre guillemets, ils ne sont pas des philosophes, ils sont des truqueurs, américains sont Russell et Wittgenstein, le linguiste Wittgenstein. La philosophie analytique et l'empirisme logique, la réalité, c'est pour eux des sensations exprimées par des mots. Comme disait le psychanalyste français Lacan, à ce stade, tu ne parles plus, tu es parlé. Comme celui qui joue avec son ordinateur est joué par son ordinateur, par les contraintes de son ordinateur. Évidemment, le rejet de la métaphysique et même de l'éthique est proclamé, c'est le principe de départ, et c'est toute une école américaine, mais en fait c'est une école américaine, ou une école européenne, en réalité américanisée, puisque des gens qui viennent de toute la partie britannique ou de tradition britannique de l'Europe, liée à Vienne, liée à l'Europe centrale à Vienne, c'est le lien entre les deux, elle s'est substituée à la première vague aux États-Unis de déconstructionnistes qui pratiquaient, eux, la connaissance au bistouri et au scalpel. Donc les déconstructionnistes, les disciples de Derrida ou d'autres, déconstruisent au scalpel et au bistouri, et après viennent les partisans de l'empirisme logique qui construisent un système à partir de données déjà établies et qui est une sorte de tas d'ossements plus ou moins bien arrangés. Alors, si les noms de Saul Kripke ou de John Rogers Searle ne vous disent rien, tant mieux pour vous, votre crâne est un peu moins bourré. C'est eux, et ils sont très connus dans le monde aujourd'hui. On peut donc comprendre qu'ainsi la guerre elle-même est devenue une guerre de gangs, comme fut le bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki. Pourquoi guerre de gangs? Parce que c'est une destruction sauvage, comme dans un jeu vidéo, qui n'a pas de cause autre que celle de répandre la terreur. Et on a voulu, en bombardant Hiroshima et Nagasaki, assurer un ordre mondial dominé par la City, Wall Street et l'oligarchie britannique et ses amis américains. C'est cette jouissance d'intimider, de manipuler et de terroriser l'autre qui est le but de la contre-culture. Et c'est ça qui paralyse les résistances. Si vous ne me croyez pas, je vais reprendre deux dates, 1931 et 1957-58. Un lointain passé, je pense, pour la plupart d'entre vous, mais où ce qui était discuté et prévu définissait ce que vous subissez aujourd'hui. Il s'agit d'Aldous Huxley, qui écrivait en 1931 Brave New World, le meilleur des mondes, et qui en 1957-58 a repris et réexaminé son œuvre dans Brave New World Revisited, Retour au meilleur des mondes. Que dit Huxley? Il faut arriver à tout prix à la stabilité. Donc pour ça, pas de science, au sens propre du mot, et pas de grand art. L'innovation, oui, mais pas la découverte. C'est-à-dire, vous pouvez faire des portables, des iPhones et tout ce que vous voulez, mais pas la fusion thermonucléaire. Et excitation des sens et contrôle des émotions, les émotions, mais sans création. Alors, je vais vous lire un certain nombre. Il faut dire que son frère, Julian Huxley, était le directeur de l'UNESCO. Donc, il était aux manettes de l'institution la plus importante existante. Et je pouvais même vous lire une citation de Huxley, de Julian Huxley, dans lequel il dit, et ça vous donne une idée pour commencer par le frère et pas par Aldous, où il dit, c'est dans un texte pour l'UNESCO, après la guerre, l'homme pourrait tirer parti d'une méthode de transformation génétique s'il appliquait systématiquement les principes de l'eugénisme. Néanmoins, il n'y aurait plus là de sélection naturelle, mais bien une forme de sélection artificielle, telle qu'on l'a déjà pratiquée dans le cas des plantes et des animaux domestiques, orientée vers un but conscient et supposant qu'on agisse systématiquement sur les mécanismes de l'hérédité.
Pareille méthode produirait donc ses effets bien plus rapidement et utilement et comporterait bien moins de gaspillage que la sélection naturelle. Donc, ça, c'est le frère. Maintenant, passons à Aldous, qui est, à mon avis, plus intéressant parce qu'il va plus loin dans la façon dont il voit les choses, qui est une affaire qui était discutée entre milieux du renseignement en Angleterre et aux États-Unis. Vous savez qu'ils ont participé au projet MK-Ultra sur l'utilisation du LSD plus tard. Mais passons à ce que dit Huxley dans Le meilleur des mondes, parce que c'est très intéressant. Il dit « Nous ne voulons pas changer ». L'oligarchie ne veut jamais changer. Tout changement est une menace pour la stabilité, et nous voulons la stabilité. C'est là une autre raison pour que nous soyons si peu enclins à utiliser les inventions nouvelles. Toute découverte de la science pure est subversive en puissance. Toute science doit parfois être traitée comme un ennemi. Oui, même la science, et surtout la science. Ça, c'est un. Deux, nous nous permettons à la science de s'occuper que des problèmes les plus immédiats du moment. Toute autre recherche sont le plus soigneusement découragées. Donc, voilà, la science, avec l'innovation, pour réussir à rendre le système plus stable, mais pas les découvertes, pas ce qui pourrait remettre en cause. Et pour l'art, nous avons sacrifié le grand art, nous avons à la place les films sentants et l'orgue à parfum. Ça, on n'a pas encore. Vous fabriquez des tacos avec le minimum absolu d'acier, nous fabriquons des œuvres d'art avec pratiquement rien d'autre que la sensation pure. Donc, tout ce qu'a toujours attaqué Larouche, ce système fondé sur que la connaissance est liée aux sensations, que ces sensations permettent de savoir qu'en les organisant logiquement, on arrive à déterminer ce qu'on doit faire ou pas faire. C'est exactement ce qu'est en train de dire Huxley. Il faut le faire de cette façon pour contrôler une société. Et c'est une société de caste, hein, la société du meilleur des mondes, avec les alpha, les bêta plus, et tout ça. Certains d'entre vous qui l'ont lu ou ceux qui ne l'ont pas lu devraient le lire, parce que c'est un sérieux avertissement sarcastique lancé par quelqu'un qui est dans ce système. Alors, il ajoute quelque chose que je n'avais pas remarqué à une première lecture. Il dit, voilà, vous dites, parce qu'il y a un sauvage qui proteste contre toute cette organisation sociale, le sauvage dit, mais alors la chasteté? Et la réponse du responsable dans cette société, du grand organisateur, c'est de dire, mais qui dit chasteté dit passion, qui dit chasteté dit neurasthénie. Et la passion et la neurasthénie, c'est l'instabilité. Et l'instabilité, c'est la fin de la civilisation. On ne peut avoir une civilisation durable sans une bonne quantité de vices aimables. Donc là, nous sommes retombés dans la fable des abeilles du XVIIIe siècle, dans laquelle on dit que les vices privés peuvent aboutir par un miracle du pouvoir de l'oligarchie à une vertu publique. Donc, voilà. Et il ajoute, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est pas seulement le soma, c'est pas seulement la drogue, il ajoute, à mesure que diminue la liberté économique et politique, la liberté sexuelle a tendance à s'accroître en compensation. Et le dictateur, à moins qu'il n'ait besoin de chair à canon et de famille pour coloniser les territoires vides ou conquis, fera bien d'encourager cette liberté sexuelle-là. Conjointement avec la liberté de se livrer au songe en plein jour, sous l'influence de drogue, du cinéma et de la radio, elle contribuera à réconcilier ces sujets avec la servitude qui sera leur sort. Donc, sauf l'invention de l'ordinateur à domicile, qui rend la chose encore plus efficace, Huxley est en train de vous décrire exactement ce qui s'est passé. Mais il le revoit en 1957. Il y a un problème, c'est que, dans Retour au meilleur des mondes, c'est que on n'organise pas la dépopulation. Le premier chapitre s'appelle Dépopulation. Et il dit, je vais vous citer simplement une des citations parce qu'elle est très parlante. Dans le meilleur des mondes de ma fable, le problème du rapport entre le nombre des humains et les ressources naturelles avait été résolu. Un chiffre optimum ayant été calculé pour la population mondiale, un peu inférieur à 2 milliards, si mes souvenirs sont exacts. Prince Philippe et son entourage dit 1 milliard aujourd'hui, 1 milliard, 2 milliards. Il était maintenu génération après génération. L'idée, c'est la stabilité, encore une fois. Dans le monde contemporain réel, rien n'a été fait. Il parle en 1957.
Au contraire, ce problème devient plus grave et plus redoutable avec chaque année qui passe, et c'est dans ce sinistre décor biologique que se jouent tous les drames politiques, économiques, intellectuels et psychologiques de notre époque. À mesure que le XXe siècle approche de son terme, que de nouveaux milliards s'ajoutent aux milliards existants, nous dépasserons les 5,5 quand ma petite fille aura 50 ans, donc dans l'an 2000, ce décor biologique s'avance, toujours plus insistant, plus menaçant, vers le devant et le centre de la scène historique. Le problème du rapport entre un chiffre de population rapidement croissant et les ressources naturelles, la stabilité sociale, le bien-être de l'individu, ce problème est maintenant le principal qui s'oppose à l'humanité. Il le restera certainement pendant un siècle encore, peut-être plusieurs. Une nouvelle ère est censée avoir commencé le 4 octobre 1957, c'est le lancement du Spoutnik. Une nouvelle ère est censée avoir commencé le 4 octobre 1957, mais en réalité, dans l'état présent du monde, tout notre exubérant bavardage post-Spoutnik est hors de propos, voire même absolument absurde. En ce qui concerne les masses de l'humanité, l'âge qui vient ne sera pas celui de l'espace cosmique, mais celui de la surpopulation. Donc, évidemment, depuis, il y a eu tout ce combat du Club de Rome, tout le combat de l'entourage du prince Philippe, de la reine d'Angleterre, pour une dépopulation. Alors, évidemment, ce monde d'Huxley est devenu quelque part notre monde, dans lequel les mots ou art ont perdu pratiquement leur sens humain. Alors, je vais essayer de vous donner deux exemples de ça. Le premier, c'est un homme politique français qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui s'oppose à l'ordre financier transatlantique, qui défend la Russie, qui vitupère contre le système. Vous dites, c'est bon. Maintenant, vous regardez sur quelle base. Et je vais vous donner une citation. On lui demande, ce cheminement intellectuel, vous l'avez commencé quand? Vous venez d'un univers productiviste et nucléophile. Alors il répond, pour moi, jusque-là, ça fonctionnait, c'était contrôlé. Je n'avais même pas compris comment marchait une centrale nucléaire. Comme beaucoup de gens, je croyais que le gros machin qui fume, c'était l'essentiel de la centrale. Je ne m'étais pas intéressé. Je me rapproche d'écologistes, je lis des documents qu'autrefois j'avais négligés. Et une chose en entraînant une autre, je prends conscience de la nature de la crise écologique, mais toujours sous un angle conquérant et progressiste. C'est-à-dire, le volontarisme, répond Mélenchon, du socialisme est intact en moi. Je prends tout ça comme un défi intellectuel et technique. Si on ne fait pas de nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? Comment? J'ai une prédilection pour les techniques les plus rustiques, celles qu'on va le plus facilement pouvoir mettre en partage dans l'humanité universelle. Une centrale de géothermie profonde, c'est surtout un trou dans la Terre, alors que le nucléaire suppose un niveau de sophistication monstrueux. Donc voilà quelqu'un qui est opposé au système, mais qui n'a pas de projet pour en sortir, et qui croit que la création humaine, le niveau de sophistication monstrueux, est nécessairement mauvais. Après, on a le pape. Le pape qui attaque l'empire qui tue, qui attaque un système financier destructeur. Et on avait dit, à l'époque, et on répète, c'est très positif. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Il dit, ah, Gaïa nous a fourni de merveilleuses ressources. Le mal, c'est que l'être humain ne sait pas se limiter. Il peut détruire son environnement. Ça produit le réchauffement climatique. Et il faut arrêter ça, il faut être sobre, en particulier dans les pays déjà développés. Donc, en jeu, ici aussi, la notion même d'être humain. Est-ce que l'être humain est un nuisible pour son environnement? Et aujourd'hui, une grande partie des gens, en particulier des plus jeunes, ou des bobos, ici en France, des bourgeois bohèmes, moi je les appelle bolcheviques, boursicoteurs, mais enfin, bon, ces gens-là croient que, en effet, l'être humain est un nuisible. Est-ce l'être humain un animal logique et domestiqué dans un environnement donné par Gaïa, qui par ses activités finit par le ruiner, par l'épuiser, et dont la seule possibilité de s'en sortir est la conservation et la réduction de cette activité pour préserver ce qui lui a été donné. C'est ce qui est répandu aujourd'hui.
c'est-à-dire la dépopulation inéluctable présentée par Huxley et par le prince Philippe. La réalité, au contraire, est opposée. Rien n'a été donné à l'homme. On ne dépend pas de Gaïa, sauf une chose, notre capacité créatrice, la découverte de principes physiques nouveaux, leur application technologique pour produire davantage avec moins d'êtres humains, moins de surface et moins de matière, ou si vous préférez, plus par être humain, plus par unité de surface et plus par gramme de matière apportée. Donc, tout le contraire de ce que disent Huxley et le prince Philippe qui veulent arrêter la science et arrêter le grand art. C'est notre capacité créatrice qui nous rend ainsi humains, en accord avec le développement de l'univers et le maîtrisant au nom du futur de notre humanité, en professant la vérité, c'est-à-dire la connaissance conforme au réel dans son devenir, pas en le niant, et en pratiquant la justice en conformité avec le droit naturel, qui est de donner à autrui la capacité précisément de son devenir. Et l'être humain se définit en ce qu'il le fait pas pour soi, pas pour lui-même, mais pour le bien commun et pour les générations à naître. Schiller, dans sa 12e lettre sur l'éducation esthétique de l'homme, le poète allemand Friedrich Schiller, donc, qui disait que le drame de la Révolution française, c'est qu'il y avait d'un côté des sauvages qui étaient excités, qui obéissaient à leur sens et qui créaient un désordre meurtrier, et de l'autre côté, peut-être pire encore, les barbares qui croyaient à une connaissance figée, à des formes, à des règles, et qui essayaient de les appliquer, comme l'incorruptible Robespierre, qui était très corrompu, parce que au début il avait été royaliste fervent, ensuite il était passé étêteur patenté, couper les têtes. Donc il disait, voilà, on était pris dans ce dilemme. Et l'être humain, qui est vraiment humain, voit ce qu'il doit faire pour assurer un avenir, un peu comme le dirait Lessing, l'autre grand allemand de la Renaissance allemande du XVIIIe siècle, doit être un peu comme un jardinier, c'est-à-dire qu'il doit éduquer, créer les conditions de connaître, de comprendre, et pas avoir une solution toute faite, de donner à l'être humain les conditions par lesquelles sa capacité de penser et de comprendre s'élève. Alors Schiller le dit de façon très belle, en lui donnant tout son contexte, je dirais, social. Voilà ce qu'il dit dans cette 12e lettre. Par contre, quand le sentiment moral dit « cela doit être », il décide pour toujours et à jamais. Si vous pensez qu'il y a un risque de guerre, vous devez y aller. Pas de juste milieu. Si tu professes la vérité parce qu'elle est la vérité, et que tu pratiques la justice parce qu'elle est la justice, tu as fait d'un cas isolé la loi de tous les cas. Tu as traité un moment de ta vie comme l'éternité. Donc c'est ces moments d'éternité, ou de coïncidence avec l'éternité, dont parle dans un de ses textes Larouche. Lorsque donc l'instinct formel est souverain, l'instinct formel, il veut dire l'attachement aux idées, et que l'objet pur agit en nous, ça c'est les émotions, il se produit le plus parfait élargissement de l'être. Toutes les limites disparaissent, et l'homme s'est élevé de la situation d'unité numérique, c'est-à-dire du nombre, des mathématiques, à laquelle le réduisait l'indigence de ses sens, à une unité idéale qui embrasse tout le royaume des apparences. Tandis que cette opération s'accomplit, nous ne sommes plus dans le temps, mais le temps est en nous avec toute la succession infinie. Nous ne sommes plus individus, mais espèces. Notre jugement exprime celui de tous les esprits. Notre acte incarne le choix de tous les cœurs. C'est-à-dire que l'on est en accord avec l'univers, avec son développement et avec l'espèce humaine qui a la responsabilité de sa maîtrise. Bon, je conclurai en disant qu'aujourd'hui, nous voici en un temps où on ne peut pas se dérober. On ne peut pas se dérober à professer la vérité et à pratiquer la justice. Car la menace pèse sur tout le futur
non seulement de nous, mais de notre espèce, par la guerre ou la dégénérescence voulue et décrite par Huxley et par Bertrand Russell. Si vous n'agissez pas face à un système dont la matrice même, la matrice de ce système est destructrice, vous vous condamnez à nier votre part d'humanité, ce qui est humain en vous. Et vous devenez un animal voué à son environnement. Vous devenez un ver, prisonnier de son environnement, quand cet environnement devient mortel. Donc vous devenez vous-même complice d'un environnement qui détruit. Le moment est donc venu pour que vous fassiez des choses dont jusqu'à présent vous n'ayez pas cru capable, pour sortir du présent. C'est seule l'espèce humaine qui peut le faire. Il n'y a pas d'autre, aucun autre animal ne peut le faire, ne peut changer son environnement et penser en termes du futur. Il est nécessaire pour cela de cultiver une mémoire, celle des moments créateurs des savants, des artistes, des philosophes et même des politiques, et de trouver dans leur création des ressources pour le futur. Pas copier des modèles, mais dans leur création des ressources pour le futur. Et il est nécessaire de comprendre que lorsque la beauté et la raison se rencontrent, là vient, c'est le moment de l'acte créateur, là vient l'acte créateur. Et c'est un acte qui n'a pas encore eu d'équivalent, qui est impossible mathématiquement. Et du moins un acte créateur qu'on suscite en soi-même, en s'identifiant à d'autres actes créateurs. Cela s'éduque, et le type d'émotion nécessaire à l'acte créateur s'éduque par l'art, par la musique, par la poésie, et par tout ce qui peut élever au-dessus d'un environnement donné. Donc ça, c'est une chose qu'en France, les gens disent des goûts et des couleurs, je ne sais pas ce qu'on dit au Québec, chacun peut juger pour soi de ce qui est beau, etc., etc. Et on ne voit pas l'effet sur les gens que peut avoir telle ou telle œuvre d'art. On considère simplement son caprice. Et c'est sur l'effet que se mesure, évidemment, l'importance, la portée d'une œuvre d'art. Individuellement, ça veut dire faire des choses qu'auparavant vous n'auriez été jamais capable de faire, ou vous ne croyez pas capable de faire. Pas comme dans un soap opera ou dans une série, mais en répondant aux défis de la réalité et en créant. J'avais un exemple très intéressant qui est celui du doublement de volume du cube. Bien, vous savez, nous pratiquons le doublement de la surface du carré, comment trouver un carré de surface double d'un carré donné. L'autre, c'est comment trouver un cube de volume double du cube donné. Et beaucoup de gens disent, on l'enseigne aussi dans les universités, que c'est impossible car la racine cubique de 2 ne peut pas être tracée à la règle et au compas. Or, déjà Archytas, en son temps, c'est-à-dire dans la Grèce d'avant Jésus-Christ, Archytas avait trouvé, doublé l'hôtel qu'il y avait à Délos, qui était un cube, il avait trouvé comment le doubler, en pratiquant la recherche de moyennes, et comment ces moyennes, dans un espace en 3 dimensions, pouvaient correspondre à des rotations dans l'espace. Donc, on s'assimile à un mouvement dans l'espace, et pas à une mesure dans les 2 dimensions. Et je pense que c'est comme ça, de cette façon, que l'on doit penser lorsqu'on découvre. C'est-à-dire passer d'un univers où il y a certaines contraintes, à un univers où ce qui paraissait contrainte et ce qui paraissait contradiction devient coïncidence des opposés, et où on peut trouver ce qui rend compte de quelque chose dont dans l'univers précédent on ne pouvait pas discerner la cause. Et de ce point de vue, il n'y a pas de juste milieu. La seule chose permanente que nous, êtres humains, puissions concevoir, c'est le changement. Ne pas se battre pour le changement, c'est accepter la mort du devenir, c'est accepter la mort du devenir non seulement de nous-mêmes, mais aussi des générations futures.
Et si on veut vraiment se battre pour mettre les Obama, la monarchie britannique, et même les Hillary Clinton, hors d'état de nuire, qui est une cause de salut public immédiat, il faut d'abord inspirer en soi-même le désir passionné de changer le monde, de franchir les limites de la cage mentale dans laquelle le système nous enferme, de sortir de ce malthusianisme où on est enfermé pour trouver les forces et la joie de changer le monde. Je crois qu'il y a une très belle scène dans le Fidelio de Beethoven où on permet aux prisonniers de sortir et de voir le soleil, et à ce moment-là, les prisonniers chantent naturellement. Et ce que dit Larouche, c'est que le chant choral exprime ce lien entre l'homme et ses pouvoirs créateurs, entre son esprit et ce qu'il peut exprimer sous forme d'une composition, sous une composition chantée. Alors, de parvenir à cette liberté intérieure, qui est une liberté pas pour faire n'importe quoi, mais pour servir le futur de l'humanité et la mission qui est de l'assurer, qui est une question de vie ou de mort, il faut pouvoir concevoir de sortir de ce désir oligarchique de pouvoir, de possession, ou d'adaptation lâche à ce pouvoir, si on n'est pas dans l'oligarchie, de servage, et d'opérer dans un temps qui est relatif, parce que ce que veut l'oligarchie en réalité, c'est pouvoir arrêter le temps, et par la violence, assurer que le temps soit arrêté, que son pouvoir soit établi. C'est la stabilité d'Huxley, et c'est la menace que fait peser aujourd'hui sur le monde ce que fait Obama, qui n'est que le serviteur, à son tour, le serf de la monarchie anglaise. Einstein, à qui on demandait quels sont les êtres humains les plus importants, pas en eux-mêmes, mais pour l'humanité, répondait les savants et les artistes, car ils inspirent le reste des humains. J'ajouterai que chacun d'entre nous porte cette étincelle en soi, parce qu'il est humain, de savant ou d'artiste. C'est notre part d'humanité. Et que dans notre époque, à ce moment que nous vivons, le moment est venu de l'offrir aux autres pour un salut commun. Et je vous dirais, allez-y, c'est beaucoup plus enthousiasmant qu'un jeu vidéo, qu'un cours de mathématiques, sans physique. C'est la pensée et c'est la vie, au risque même de sa propre vie physique. C'est plus dans la nature humaine que les morts vivants qui nous entourent, et c'est notre part d'éternité. Une dernière chose, je dirais, et c'est dans la cohérence de tout ce que nous avons en tant que mouvement tenté et tentons de porter au monde. Quand vous organisez vos semblables pour résister, vous ne pouvez pas, ou il ne s'agit pas de leur débiter un discours juste sur tel ou tel élément particulier. C'est déjà des mathématiques, c'est déjà une langue morte. C'est un briefing qui sent le mort vivant quand il est fait de cette façon. Mais le défi, c'est de leur redonner des repères pour comprendre où ils en sont et pour qu'ils en tirent les conséquences et agissent et qu'ils reconnaissent ce qui est véridique et qui mène à la vie et ce qui est faux, qui aujourd'hui, comme je peux le dire par ailleurs, a le visage de la mort, comme la finance a le visage de la mort. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup à M. Jacques Cheminade pour cette présentation. Maintenant, je voudrais demander justement à vous, à Jacques et à Sébastien, surtout à Jacques, combien de temps, est-ce que vous avez un peu de temps pour des questions-réponses? Surtout du temps pour des questions. Surtout. D'accord. Je demanderai à ceux qui ont des questions pour M. Cheminade de bien s'avancer ici au micro. Sinon, il faudra que je répète toute la question. Ça pourrait être long, ça pourrait être ennuyeux. Mais si vous avez des questions, if people have questions for Jacques, they can come up to the micro here and ask him directly. That would facilitate the presentation. So, anybody has a question? Des questions?
Oui. Pas de question pour... C'était clair et limpide. Vous avez une question? D'accord, s'il vous plaît. Venez. Yeah, but I'm gonna have to repeat it. She really has to confirm that. Une première question. Bonjour, Monsieur Cheminade. Vous n'avez pas parlé de la conférence de COP21 qui va se tenir à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain. Est-ce que vous ne considérez pas cette conférence comme une attaque, comme une guerre massive contre les BRICS, par exemple? Cette conférence a été organisée comme une vaste entreprise d'escroquerie. C'est-à-dire, c'est une entreprise d'escroquerie au niveau de l'analyse du changement climatique, entre guillemets. Il y a un changement climatique, mais il n'est pas anthropocentrique, il n'est pas dû à l'homme. Et il y a eu en effet une période de réchauffement à la fin du XXe siècle. Maintenant, on est plutôt dans une période de refroidissement. Donc, il faut voir que les mêmes milieux qui, dans les années 50 et 60, parlaient d'un hiver terrestre, d'un froid qui allait justifier les précautions écologiques, maintenant on parle d'un réchauffement qui justifie également les précautions écologiques. Donc ce qu'il s'agit à travers cela, c'est de dire l'être humain met en danger son espèce en exploitant l'univers, en faisant mal à Gaïa. Donc il faut restreindre son activité. Alors je connais des gens dans le nucléaire ici qui disent mais on va dire que le nucléaire n'émet pas de CO2, donc que le nucléaire ça sera bien. Et c'est un argument tout à fait idiot, parce qu'on dira le nucléaire permet éventuellement, si on accepte cela, d'avoir plus d'électricité, plus d'énergie, et à ce moment-là, il y aura plus d'activité humaine, on mettra plus de CO2 et c'est encore plus dangereux. Donc pas d'énergie, pas les formes d'énergie sophistiquées, comme ils les appellent, mais le retour aux formes rustiques, c'est-à-dire avec lesquelles on ne peut pas avoir de développement humain et on ne peut pas assurer la nourriture et le développement de la planète. Alors on dit oui, mais on va doper les formes existantes, c'est-à-dire les éoliennes et le solaire, par de la technique extrêmement développée, c'est-à-dire en réalité de l'innovation. Et là, évidemment, on ne tient pas compte de la surface qu'il faudra occuper pour faire ces choses-là, et puis la densité de flux d'énergie. Et surtout, ce qui est laissé complètement de côté, c'est cette idée de densité de flux d'énergie qui permet de juger quelle forme d'énergie obéit à une société que l'on veut bâtir, qui sera une société du futur et qui devra aller chercher son avenir jusque dans l'espace. Et cette densité de flux d'énergie, c'est quelque chose que les gens souvent ont du mal à voir parce qu'ils voient l'énergie comme une continuité. C'était la manière dont la voyait Aristote. Alors que la vraie définition de l'énergie devrait être la puissance, qui est la puissance équivalente à telle ou telle découverte exploitée sous forme de technologie. C'est-à-dire que quelque chose qui était de l'énergie dans le domaine, je dirais, des éoliennes, des moulins à vent, par exemple, la logique des moulins à vent, qui était très bonne à un certain moment, mais qui maintenant n'est plus ce qui correspond à la société du futur, ou l'énergie dans une société constituée autour du pétrole, c'est pas la même chose que ce qui est autour du nucléaire. C'est une toute autre chose. Il y a une discontinuité. Et cette discontinuité est due à ce que les sociétés qui devraient être fondées sur le nucléaire devraient être des sociétés qui sont des sociétés plus avancées, avec plus de participation sociale, et en même temps qui devraient aller, je dirais, au-delà d'elles-mêmes, en faisant développer les déserts et en allant dans l'espace. Alors là, les mêmes qui parlent d'aller dans l'espace disent être parfois contre le nucléaire. Donc on est dans une situation de contradiction absolue. En tout cas, en ce qui concerne cette conférence, on voit que on va accuser le réchauffement climatique, on va accuser l'homme, et on va dire que l'homme doit donc diminuer son activité. S'il diminue son activité, il faut diminuer la population, et on rentre dans la critique de la surpopulation de Huxley. Ce qui veut dire que, en réalité, on rentre dans le malthusianisme, et on dit, évidemment, il faut réduire l'espèce humaine à 2 milliards, comme le dit Huxley, 1 milliard, comme dirait un autre, et ça ne peut être fait que par la destruction. Donc, par une optique soit
de contrôle des naissances absolument draconien, soit par une optique de guerre, dans un monde qui de toute façon ne serait plus alimenté par la contestation, l'envie de créer, l'envie de connaître, l'envie de comprendre qu'apporte toujours la jeunesse. Et l'idée, ça a été d'ôter à la jeunesse cette envie-là. On ne peut pas parce que ce sont des êtres humains. Donc, il y a des chances qu'on puisse l'organiser, qu'on puisse organiser des gens pour s'opposer à cette conférence. Ça, c'est la première opposition parce que il y a une nature humaine, il y a quelque chose d'humain en nous qui appartient à chacun. Et la deuxième, c'est que les pays du Sud s'aperçoivent bien que c'est une escroquerie, qu'on est en train de leur dire, nous l'avons fait, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, limitez-vous dans votre développement. Les pays du Sud disent non, vous voulez nous imposer ça, donnez-nous de l'argent pour faire des industries non polluantes. Et les pays du Nord disent oui, ils ont dit 100 milliards, mais à peine 10 milliards a été dégagés et non donnés. Donc, c'est en cela que c'est une vaste escroquerie de bout en bout. Et nous organisons en France un groupe existe déjà contre cette COP 21 et nous organiserons ce qu'il faudra pour que les pays des BRICS soutiennent l'initiative qui est de dire ce qui est le défi, et Ben Deniston vous le définira plus clairement que moi, ce qui est le défi n'est pas la conservation, d'arrêter l'activité humaine, mais au contraire, de maîtriser le cycle de l'eau, et en particulier les pluies, en maîtrisant les flux de vapeur, les courants de vapeur qui se trouvent dans l'espace, et en utilisant les moyens les plus avancés, c'est-à-dire l'ionisation. Donc, de cette façon, on arrivera, en maîtrisant le climat, et non pas en se laissant dominer par le climat et en suivant ses conséquences, on assurera un avenir dans l'humanité. Et pour finir, je dirais que si on va dans les musées les plus intéressants sur l'histoire et la préhistoire, en particulier en France, mais pas seulement, on voit les variations climatiques qui ont été extrêmement fortes au cours de l'histoire humaine. Il y a des cycles de 100 000 ans où on passe par des hauts et des bas de 10 degrés d'un côté et 10 degrés de l'autre, qui sont dus à la position de la Terre par rapport au Soleil et à l'orbite qu'elle décrit au cours du Soleil. À certains moments, elle est plus elliptique, à d'autres moments presque circulaire, et ça a un effet très fort sur le climat, pas à l'équateur, mais dans toutes les autres régions de la Terre. Donc tout cela est oublié quand on parle du réchauffement climatique humain, et on considère le CO2 comme le problème, alors que c'est 0,04% de ce qui se trouve dans l'atmosphère. So CO2 is actually 0.04% of the gases in the atmosphere. It's nothing. Donc, en effet, vous avez raison, c'est une escroquerie montée pour justifier la dépopulation et un contrôle par l'oligarchie tel que Huxley, je vous l'ai montré de Huxley. Alors, je n'en ai pas parlé parce que je voulais rentrer, puisque nous sommes dans une institution, on m'a dit, d'enseignement, je voulais montrer sur les bases épistémologiques et non sur les conséquences. Et je pense que c'est vous qui devez en tirer les conséquences, vous battre et vous organiser et faire quelque chose, comme nous le faisons ici. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. OK. Un instant. On va s'approcher du micro. Bonsoir, Monsieur Chemnat. Bonsoir. Et merci pour cette intervention très remarquable. Je voulais juste poser une ou deux questions. Vous avez dit le danger d'un chaos est imminent. Alors, je voulais savoir, le danger d'un chaos est imminent ou immédiat. Et je voulais savoir, vous avez mis surtout l'accent sur les États-Unis et la monarchie britannique. Mais j'ai pas entendu une fois dans la locution la Russie et la Chine pointer du doigt aussi, puisqu'ils sont des puissances nucléaires. Et l'Afrique dans tout ça. Ça va être la deuxième question. L'Afrique dans tout ça. Sera-t-il le lardin de la France ou l'Afrique peut-il se démarquer de ce chaos? Et en troisièmement, quels sont les éléments que vous pouvez énoncer ou quels sont les éléments que vous pouvez donner pour essayer d'éviter le cataclysme de ce chaos imminent? Merci.
Je crois qu'il ne faut pas lire Lovecraft, mais ça c'est blague. Je dirais que j'ai accusé la monarchie britannique et l'oligarchie britannique et l'oligarchie anglo-américaine. C'est Wall Street et la City, hein, ça n'a rien à voir avec le peuple américain, ni avec la Constitution et les institutions américaines, qu'au contraire, il faut défendre. Et je n'ai pas parlé des suceurs de roue, comme on dit dans le Tour de France. Les suceurs de roue, c'est ceux qui suivent. C'est Hollande, c'est Cameron, en tant que tel, parce qu'il est moins puissant que le système d'empire dans lequel il se trouve inséré. Et c'est Merkel et Schäuble, qui est une sorte de chose qu'on appelle l'ordolibéralisme, qui est un libéralisme ordonné. Si quelqu'un l'a vu, qu'il me le montre. Moi, j'ai jamais vu comment ça pouvait être. Par rapport à ça, les BRICS, c'est-à-dire les pays Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, constituent un élément de résistance. Ah, ils sont pas parfaits, mais ils constituent un élément de résistance parce qu'ils voient cet ordre du monde transatlantique qui vient les piller et prendre leur contrôle. Donc, ils entendent résister. Et la Chine, de ce point de vue-là, quoiqu'elle soit partie de très peu, est le dernier pays qui est une politique spatiale ambitieuse et qui est aussi une politique en manière de construction de voies ferrées, par exemple, qui a été la plus importante au monde. Donc, de train à grande vitesse, hein, je veux dire. Et tout le plan de la nouvelle route de la soie. Alors, le président Xi Jinping a parlé d'un système gagnant-gagnant. Alors, si vous regardez bien les choses, qu'est-ce qui est en train de se monter du côté des BRICS? C'est un ordre dans lequel vous avez une nouvelle banque de développement, 100 milliards de dollars, avec un effet de levier qui pourrait atteindre 1000 milliards. La banque asiatique pour investissement dans les infrastructures, 100 autres milliards. Un fonds de réserve sur les devises. Une agence de notation indépendante. C'est ni Fitch, ni Moody's, ni Standard & Poor's. Entre parenthèses, Standard & Poor's nous poursuit, Solidarité et Progrès, pour abus de marque, en prétendant que Solidarité et Progrès voudraient imiter Standard & Poor's, ce qui montre l'infantilisme, par ailleurs, de ces gens-là. Il y a un marché de l'or à Shanghai extrêmement important, et il y a un système de circulation et de traitement des devises qui s'appelle un système SWIFT, qui vise à être indépendant du côté chinois. Donc c'est un système complet hein, qui se met en place. Alors ce système complet n'est certes pas parfait, je le répète, mais c'est un système qui se base en opposition au système transatlantique. Et d'où Obama et son entourage, Victoria Nuland, Samantha Power et compagnie, tous ces gens-là savent bien que c'est eux ou c'est les autres. Donc, ils veulent que ce soit eux et ils sont constitués en oligarchie, prêts à faire le chantage nucléaire. Et c'est là qu'est le danger immédiat. Après, nous aurons à résoudre bien des problèmes, notamment celui de la création humaine. Parce qu'il y a une oligarchie qui est implantée aux États-Unis et en Angleterre et qui obéit à une matrice anglaise. Je l'ai écrit un article sur les racines du terrorisme international situé dans cette conception britannique, qu'il ne faut pas confondre avec le peuple anglais, qu'il ne faut pas confondre même avec les gouvernements anglais. C'est au-dessus de ça. Donc, il y a cette matrice-là, et il faut trouver tous les éléments d'alliance ou d'opposition pour en sortir. Ceci dit, après, il faudra voir la nature même de ce qu'est un être humain. Et de voir même qu'un être humain, c'est tout à fait incompatible avec les oligarchies, fussent-elles russes ou chinoises. Donc, cet être humain doit être, je dirais, ce que le principe win-win, gagnant-gagnant, qu'a écrit Xi Jinping, doit représenter. Alors, de ce point de vue, il y a une mesure, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de Modi, le président indien, dont on avait dit beaucoup de mal avant qu'il soit élu, qui dit, moi, je me situe dans le prolongement, dans les conditions actuelles, de Gandhi et de Rabindranath Tagore, et je dis qu'il faut une alliance mondiale pour le développement. Et dans le cadre de cette alliance, il dit, il faut aller vis-à-vis des besoins des hommes, et il a fait une semaine de promotion de la femme indienne, et il a fait également la promesse de mettre des toilettes dans chaque unité de vie en Inde. Donc ça a l'air de rien, les Occidentaux s'en moquent, mais c'est essentiel pour le respect de soi-même et l'estime de soi. Donc il y a cette orientation-là dont il faut jouer sur tout ce qui est positif et tout ce qui s'oppose à ce système de destruction qui est là. C'est pas après-demain, c'est très vite.
Je ne peux pas vous garantir que ce soit au mois d'août, mais je peux vous garantir que les conditions sont créées pour que ce soit au mois d'août. Donc, on est dans un risque immédiat. Et je reviens donc à la question que vous avez posée, l'Afrique. L'Afrique sera la pierre de touche. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à avoir vis-à-vis de l'Afrique une politique qui est d'exploitation, et avec la complicité des soi-disant élites locales qui ont été formées dans les pays occidentaux, ou est-ce qu'on a une autre politique qui est véritablement le développement de l'Afrique? Et de ce point de vue, mes amis le mouvement panafricain ont fait une analyse, mon ami Diogène a fait une analyse, Diogène Seni a fait une analyse sur la dette africaine, montrant comment celle-ci avait été montée de toutes pièces par les pays occidentaux, qui est la meilleure analyse que je connaisse. Vous pouvez la voir sur notre site, elle est sur le site américain aussi, elle est en français et en anglais, vous pouvez voir son analyse qui est extraordinaire. Et c'était une matière de discussion entre eux et nous, sur qu'est-ce qui fait que on puisse libérer l'Afrique. Et eux pensent comme nous qu'on ne peut pas le faire seulement, et sans doute pas de l'intérieur de l'Afrique, qu'il faut à la fois organiser en Afrique des gens qui doivent être capables de penser leur destin autrement que sous une empreinte coloniale ou néocoloniale, et que de notre côté, nous devons défendre ces gens et défendre un système où l'Afrique pourra trouver non pas un ordre de pillage et d'exploitation, mais un ordre de développement mutuel. Alors vous me direz, c'est un long chemin, oui et non, parce que le défi va être immédiat de penser à un autre type d'ordre. L'actuel est en train de s'effondrer. Si ce n'est pas la guerre, ce sera un effondrement économique et financier de tout le système en place. Même les gens de Wall Street le disent. Moi, je lis parfois ce que produisent des spéculateurs cyniques de Wall Street. Eux-mêmes le disent. Ils sont beaucoup plus honnêtes que Le Monde, que Le Devoir ou que la Libre Belgique. Ils disent cyniquement ce qu'ils voient, comme Huxley. Donc, il faut les prendre au mot et voir que, pour eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faudra sans doute laisser 50% des actifs partir en faillite, que eux doivent garder le pouvoir au centre du système et créer une monnaie nouvelle pour eux. À quoi Larouche répond, et nous répondons, en même temps, il faut créer une nouvelle monnaie pour nous. Une nouvelle modèle basée sur de grands projets de développement, sur la croissance, et qui ne sera pas la monnaie mondiale comme le voulait Keynes, mais qui sera, d'une part, qui reposera sur le retour aux souverainetés nationales sur les monnaies. Et je dois dire que, ce point de vue, les pays africains doivent retrouver leur souveraineté nationale dans un contexte progressivement panafricain contre le franc CFA ou toute autre nature de monnaie imposée de l'extérieur. Et il y a beaucoup d'auteurs africains qui ont analysé très bien cette exploitation par la monnaie de leur pays. Peut-être Sébastien Périmoni pourrait en dire un mot? Oui, Poumi, le Camerounais. Et aussi comment s'appelle-t-il, celui qui est qui est mort maintenant, mais non, il est toujours vivant, des panafricains. Celui qui a écrit sur la dette aussi, sur comment la France avait transféré un système d'exploitation qui était sous Vichy, et qu'elle avait transmis cette exploitation aux pays d'Afrique. C'est-à-dire que le système par lequel le système financier français exploite les pays d'Afrique est semblable au système par lequel le Troisième Reich exploitait la France. Ça a été transmis. Alors il s'appelle le professeur Agboou. Voilà. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant, pardon. Il est toujours vivant. Donc Poumi, le Camerounais, et le professeur Agboou, qui lui est il est ivoirien, je pense, oui. Et ce qui donne un certain espoir, le retour au Burkina Faso des gens qui ont été dans le mouvance de Sankara, de Thomas Sankara, mais avec tous les efforts faits par l'ensemble des pays coloniaux pour rétablir l'armée, pour le contrôler. Donc là, il y a un combat. Oui, je peux rajouter les deux références en question. Le bouquin de Pouemi, alors je ne sais pas si vous me voyez, enfin peu importe. Le bouquin de Pouemi s'appelle Monnaie, servitude et liberté. Et Pouemi, il faut savoir qu'il a été un officiel du FMI. Il a passé plusieurs années au FMI avant de retourner
sa veste, mais dans le bon sens, pour aller justement enseigner dans les universités au Cameroun, justement ce que c'était que l'économie réelle. Et c'est lui qui avait, dès 84, en fait, dénoncé ce miracle français, puisque la France, disait-il, était le seul pays à avoir réussi l'exploit dans le monde de donner l'indépendance politique à un pays tout en contrôlant toujours sa monnaie. Il faut savoir que le CFA est toujours contrôlé par le Trésor français. Donc ça, c'est très bien analysé dans Monnaie, servitude et liberté. Et le deuxième livre qu'il faut lire à tout prix, ça c'est les 2 livres minimum pour être un vrai résistant aujourd'hui en Afrique. Ça s'appelle Le franc CFA et l'euro. Et donc c'est tout ce que disait Jacques sur le nazisme monétaire et tout ce qui est les comptes d'escompte, on appelait ça. Et ça c'est le professeur Agbohou, dont vous pouvez trouver les vidéos facilement sur Internet et également tout son livre qui s'appelle Le franc CFA et l'euro. Alors, je dois ajouter quelque chose pour dire qu'il y a d'autres pays où il y a ce même type de mécanisme d'exploitation. C'est quand j'étais au Honduras, par exemple, ou au Salvador, il y a des monnaies qui au Honduras, c'était l'Empira, par exemple, qui valaient 2 Lempiras pour $1. Et c'est un taux fixe, comme on l'a fait contre l'Argentine. Et qu'aujourd'hui même, en Équateur, c'est le dollar, la monnaie. Et que Rafael Correa lui-même, qui s'insurge contre la dette injuste et odieuse, n'a pas réussi à rompre, il le voudrait bien, mais il ne pourra le faire que dans le contexte d'un changement de l'économie internationale et une alliance entre pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est ces développements en Amérique du Sud et en Amérique centrale aujourd'hui qui manifestent je dirais, des germes d'indépendance intéressants par rapport à ce système monétaire. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou est-ce que... On a une autre question? D'accord. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Je sais pas, vous n'avez pas Ben qui doit parler là? Oui, bientôt. Je ne veux pas prendre la parole, alors une autre question. Allez. OK, la dernière. On parle beaucoup d'Obama, comme quoi on a besoin de le mettre hors d'état de nuire pour empêcher la guerre, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que l'Europe fait en ce moment? Parce qu'on a vu que Hollande et Merkel ont essayé d'empêcher des choses de se passer en Ukraine, mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Qu'est-ce qu'ils attendent pour dire aux Américains de se mêler de leurs affaires, que c'est un problème, dans le fond, un problème européen? L'Europe est dans une entreprise de suicide mutuel assuré. C'est-à-dire que les pays ont accepté une règle à travers le système de l'euro, à travers la tutelle de l'OTAN et à travers la Cour de justice européenne, où il n'y a plus de souveraineté. La souveraineté monétaire est perdue, la souveraineté du droit aussi. 80% du droit dans les États est calqué sur le droit européen et c'est comme ça, il faut le faire. Et les budgets de la France est soumis à la Commission pour commentaires avant d'être voté même par le Parlement. Et en Grèce, c'est bien pire. En Grèce, non seulement il faut que la Grèce soumette ses budgets, mais les représentants de la Troïka, maintenant ils sont 4, c'est comme les mousquetaires. Il y a le mécanisme européen de stabilité, il y a la Banque centrale européenne, il y a le Fonds monétaire international et la Commission. Donc les 4 demandent le droit pour leurs experts d'entrer dans les bureaux, dans la préparation des budgets grecs. C'est absolument invraisemblable. C'est une stratégie d'occupation. Occupation au sens des années 40 du terme. Sauf qu'il n'y a pas l'armée dans la rue, mais disons la logique, c'est qu'elle vienne à un moment donné. Si ça, on continue comme ça, parce que le peuple se révoltera, et s'il n'a pas une perspective qu'on lui donne de s'intégrer dans quelque chose. Alors Tsipras est allé en Russie pour demander l'assistance de Poutine. Et Poutine a dit d'accord pour le pipeline qui passe par la Turquie et la Grèce, un nouveau pipeline, mais il ne peut pas donner plus parce qu'il n'est pas d'abord en situation de le faire à court terme, et ensuite parce que la stratégie des BRICS c'est une stratégie qui n'est pas immédiate. C'est une stratégie qui est d'opposition, de résistance, mais qui n'est pas immédiate. Et Poutine ne veut pas qu'il y ait déjà un affrontement avec l'Union européenne en Ukraine, ne veut pas prendre le risque de le faire avec la Grèce. Donc,
voilà la situation, c'est-à-dire n'attendez rien de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Attendez quelque chose de ceux qui sommes dans cette salle à Paris et aidez-nous parce que on a besoin, et on va vous aider aussi bien sûr, mais on a besoin de quelque chose qui soit à travers l'Atlantique, différent de ce à quoi on nous a soumis depuis des années et des années. Moi, je relisais des textes même de Pompidou, que je combattais à l'époque parce qu'il m'apparaissait comme un réactionnaire, et je vois ces textes de Pompidou, mais ils sont d'une qualité infiniment supérieure à tous ceux des dirigeants européens aujourd'hui. C'est très très choquant. Ils croient à l'industrie, ils croient au progrès, ils croient à l'égalité sociale, ils croient en développement mutuel, il est contre l'austérité. L'Europe impose partout l'austérité, partout. C'est quelque chose d'épouvantable. Je sais pas, la situation en Espagne est terrible. En Grèce aussi, les gens sont obligés de vivre chez leurs parents. Les jeunes, il y a 60% de chômage en Grèce et en Espagne, des jeunes. Ils sont obligés de vivre chez leurs parents, même mariés. Enfin, on est dans un système qui est en régression. Donc cette Europe-là, où Bruxelles est un peu le courroie de transmission du modèle anglo-américain, notamment dans le domaine financier et monétaire, Bruxelles ne fera rien. C'est une armée de fonctionnaires d'empire qui seront des collabos. Ils sont des collabos. Donc la seule chose que nous demandons, avec d'autres, c'est qu'on sorte de l'OTAN, de l'Union européenne et de l'euro, mais pas du tout pour comme Marine Le Pen, pour se replier vers le passé et vers le national, pour redéfinir une entente entre nations pour le développement, la croissance économique et le futur, et redéfinir la notion de nation. Vous savez que Jaurès disait, la nation, un peu d'internationalisme en éloigne, beaucoup d'internationalisme y ramène. Et c'est de ce point de vue qu'une nation liée à un ordre international de développement mutuel, de développement harmonieux, doit être reconstruite. Et c'est pour cela que la France aurait, comme De Gaulle l'avait fait en son temps, et comme Mendès France l'avait fait aussi, un rôle à jouer vis-à-vis des BRICS, et qu'on ne devrait pas seulement dire en France vive le Québec libre, ce que les gens ont mal compris d'ailleurs, c'est ce que ça voulait dire. Ça voulait dire libéré de la tutelle financière britannique. Et De Gaulle aurait voulu que tout le Canada le soit en même temps, mais pensait que c'était pas possible à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être possible si vous vous battez un peu. Donc, ça voulait dire qu'il faudrait dire vive l'Europe libre aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Il faut libérer l'Europe, ce qu'a dit Madame Larouche dans un texte qu'elle a écrit il y a 2 ou 3 mois. Il faut libérer l'Europe de la tutelle à laquelle elle est soumise. Et l'Europe n'est pas libre. L'Europe est sous la coupe du système, je dirais, anglo-américain, et qui prend des formes d'ordolibéralisme, de socialisme libéral, en France, en Espagne ou ailleurs, mais ça prend différentes formes, mais toutes obéissent à ce principe de tutelle par une oligarchie. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Et c'est ça que Tsipras et Varoufakis ont essayé de faire. Et vous savez ce que dit Varoufakis, j'ai une citation ici, et ça vous fera mieux comprendre la situation. Et Varoufakis est ce qu'il est, mais il a parfaitement raison sur ce plan-là. Je cherche ma citation parce qu'elle est frappante et je voulais la donner la citation exacte. Voilà, Varoufakis disait, c'est une interview à El País en Espagne, il disait, le plan de Wolfgang Schäuble, donc le ministre de l'économie allemand, est de mettre la Troïka partout. Paris, c'est la destination finale de la Troïka. Et beaucoup de gens commencent à avoir peur de cela et commencent vraiment à prendre davantage au sérieux ce que nous avons à dire ici. Jacques Cheminade. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne continuation et un jour, peut-être lointain, ou peut-être proche, on pourra faire une vraie partie de cabane avec l'esprit libre. On espère. Voilà, merci. Merci à tous. Bonne soirée. À la fois par les futurs avions à réaction furtif, les F-35, ou même en utilisant les avions qui existent aujourd'hui. Les États-Unis se sont aussi retirés unilatéralement, de même, du traité international sur les missiles antibalistiques, le fameux traité des ABM, afin de déployer un système de défense antimissile en Europe orientale, notamment, qui est déjà en cours avancé de déploiement, en Pologne et en Roumanie. Ce système est prétendument dirigé contre l'Iran, mais évidemment, tout le monde sait que c'est dirigé de fait contre la Russie. Obama a d'ailleurs confirmé le but réel de ce déploiement
en disant nous gardons ces missiles antimissiles, bien que l'accord ait été conclu avec l'Iran. Donc c'est un aveu que c'est dirigé contre la Russie. Ces faits ne doivent pas être recensés un par un. Ils constituent différents éléments, différentes étapes, on peut dire, éléments plutôt, d'un processus d'ensemble de provocation insensée, dirigée contre la Russie et aussi ensuite contre la Chine. En effet, tous les accords ou les arrangements, et j'en ai parlé à des gens qui y ont participé, donc je peux vous dire que ce que je vous avance, ce n'est pas en l'air. Tous les accords ou arrangements de prévention contre la guerre à l'Est conclus à la chute de l'URSS ont été violés, systématiquement violés. Il avait été promis à la Russie qu'il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN à l'Est en contrepartie du fait que la Russie acceptait la réunification de l'Allemagne, donc avec l'OTAN allant sur le territoire d'Allemagne de l'Est. Mais on devait en rester là. En fait, il était prévu que des États comme la Pologne, la Roumanie, ou même l'Ukraine après 1991, c'est-à-dire le moment où l'Ukraine s'est séparée de l'Union qui était celle de l'Union soviétique, qui était devenue la Fédération de Russie. Donc il était prévu que la Pologne, la Roumanie et puis l'Ukraine jouent le rôle de pont, ou soit le pont crucial, fondamental, entre l'ensemble qui était un ensemble eurasiatique, l'ensemble reconstitué économiquement de la Russie, et l'Union européenne. Il était prévu qu'il y ait une paix basée sur ce développement en Europe. Résultat, tout le contraire a été fait. Tout le contraire. Les missiles ABM antibalistiques ont été déployés en Pologne et en Roumanie. Les 3 premiers navires de guerre avec des missiles antimissiles Aegis, un système de défense antimissiles Aegis, c'est pas les missiles, un système de défense antimissiles Aegis avec 3 premiers navires de guerre, des frégates américaines, sont déployés à la limite des eaux territoriales russes en mer Noire. Les troupes de l'OTAN dans un état de guerre. Et ce serait malhonnête et ce serait mentir par rapport à notre mission que de commencer autrement. C'est une guerre d'abord financière, où un système anglo-américain est aux abois avec ses complices en Europe, qui impose une austérité destructrice des économies et des êtres humains. Je crois qu'on connaît ce qui s'est passé en Grèce. Ça ne vaut pas la peine, ça parle de soi-même, ça ne vaut pas la peine de le commenter. C'est la torture par la dette et pratiquée ouvertement par les dirigeants européens. C'est la guerre financière, donc c'est aussi la guerre tout court. Les conflits se multiplient dans le monde et le chantage nucléaire de la guerre froide est en train de réapparaître en bien pire. L'oligarchie de l'Empire, qui est de matrice britannique, a toujours besoin, comme un drogué, toujours plus de territoire de production à piller. C'est un système qui est basé sur le pillage. Et piller, évidemment, veut dire détruire. Pardonnez-moi. Jacques, est-ce que vous pouvez parler plus fort ou parler plus près du micro, s'il vous plaît? On vous entend mal. Oui, et je ne sais pas si vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Oui, pardon. On vous entend, c'est encore un peu faible. Et maintenant? Est-ce que ça va, la salle? OK. Continue. Oui, ça marche, merci. C'est mieux. Donc, je disais, nous sommes dans un état de guerre et ce serait malhonnête de ne pas commencer par là et par le dire. Guerre financière, parce qu'un système anglo-américain, avec ses complices en Europe, est aux abois et pratique une austérité absolument destructrice. On l'a vu avec la Grèce, je crois que ça parle de soi-même, c'est la torture par la dette, et la torture systématique, détruisant à la fois les pouvoirs créateurs d'un peuple, mais sa capacité de vivre tous les jours.
un peuple qui n'a plus de médicaments, un peuple qui n'a plus d'emploi, et où on coupe les retraites alors que toute une famille vit de ses retraites puisque les autres membres de la famille n'ont pas d'emploi. Donc une guerre financière, mais une guerre tout court. Au moment où les conflits se multiplient et ce que l'on prépare. Donc, ce n'est pas un pacifiste ou un larouchiste qui parle, c'est un militaire ayant exercé les plus hautes fonctions au sein de l'OTAN. Nous sommes ainsi dans une situation devenue plus grave que celle de la crise des missiles de Cuba de 1962, d'octobre-novembre 1962, au cours de laquelle John Kennedy, et aussi dans une certaine mesure Nikita Khrouchtchev. Un instant, on a un problème de son. Vous avez eu la citation de Fabio Mini? Oui. Donc, cette citation, je dis, c'est pas un pacifiste ou c'est pas un larouchiste qui parle, c'est un militaire qui a exercé les plus hautes fonctions au sein de l'OTAN. Nous sommes ainsi dans une situation qui est devenue plus grave que celle de la crise des missiles de Cuba de 1962, d'octobre-novembre 1962, au cours de laquelle John Fitzgerald Kennedy et Nikita Khrouchtchev, à sa façon, sont parvenus à éviter de peu que le seuil nucléaire soit franchi. Pourquoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, pourquoi je peux dire aujourd'hui que c'est plus grave que la crise des missiles de Cuba? La raison fondamentale est double. D'une part, la gravité de la situation actuelle, qui est incommensurablement plus grave que celle de 1962, incomparablement plus grave. D'autre part, le fait que John Kennedy et Nikita Khrouchtchev avaient établi un canal secret personnel de communication pour, comme Kennedy l'avait dit à Khrouchtchev en 1961, éviter une guerre qui pourrait exterminer l'humanité. Alors vous pensez que si déjà on avait les moyens en 1961 de faire une guerre qui puisse exterminer l'humanité, aujourd'hui ces moyens sont bien plus développés encore. Aujourd'hui donc, contrairement à cette époque où le président était Kennedy, le président des États-Unis s'appelle Barack Obama. C'est un narcissique qui a adopté le point de vue de ses maîtres britanniques, le point de vue stratégique de ses maîtres britanniques, et qui joue, au contraire, contrairement à Kennedy, qui joue le jeu du chantage nucléaire. C'est une sorte de narcisse devenu Néron, un Néron qui n'en a pas l'air, mais qui en est un. Il n'a pas l'air parce qu'il est comme tout le monde, prétend-il, accro aux séries, au basket et au golf. Donc c'est un Néron golfeur qu'on a. Les manœuvres prévues en septembre par l'OTAN, Trident Juncture 15, incluent des exercices qui impliquent le recours à des armes nucléaires contre la Russie. Washington procède à la production de nouvelles armes nucléaires tactiques, les B-61-12, susceptibles d'atteindre le territoire russe dans le monde. Et le chantage nucléaire, on retrouve les conditions de la guerre froide en pire. Parce que l'oligarchie de l'Empire, qui est, comme vous le savez, de matrice britannique, vous savez quelque chose du système monarchique anglais là-bas au Canada et au Québec en particulier, ce système a toujours comme un drogué besoin de plus de substances à piller, de plus de substances humaines, de substances économiques, de production à piller, et n'est jamais satisfait. Il faut qu'il pille davantage, donc détruise. Et une guerre culturelle, pour tenter d'anéantir les résistances légitimes qui apparaissent, l'Empire propage une contre-culture qui est elle aussi destructrice, qui détruit les capacités créatrices des êtres humains pour ramener l'être humain au statut de vassal ou de serf ou de suzerain ou d'esclave mental, où le suzerain opprime le vassal, ou des gens dont les repères ont disparu et qui ne savent plus comment s'orienter, qui sont désorientés parce que leurs repères ont disparu. Le danger de guerre est immédiat. Nous le disons, Lyndon LaRouche l'a répété à plusieurs reprises, que ce mois d'août est vraiment le mois de tous les dangers. Cela ne veut pas dire que si nous passons l'échéance, les choses iront mieux.
car entre une mort rapide et une mort lente, je ne sais pas laquelle des deux, si on reste dans le système, est la plus agréable. La stratégie de l'Empire aux abois a toujours été d'imposer aux autres le chantage, avec les armes les plus développées dont il peut disposer, non basées sur des découvertes, mais sur des applications technologiques. Et cette fois, le chantage de l'OTAN est un chantage nucléaire. Cet état de guerre vient d'être défini par un général italien, Fabio Mini, qui est ancien chef du commandement sud de l'OTAN. Il a dit, constatant la situation en Ukraine et au Moyen-Orient, mais aussi en Chine, il a dit « Tout indique qu'on ne doit pas attendre un autre conflit total. Tout indique qu'on ne doit pas attendre un autre conflit total. Nous sommes déjà plongés jusqu'au cou dans ce conflit. Il n'y a pas à attendre, on y est déjà. » Il voit le danger dans la politique agressive d'Obama en mer de Chine, c'est le fameux pivot pacifique. Et il dit, pas tellement parce que des porte-avions et des missiles s'y trouvent déployés, mais parce que la préparation d'une guerre mondiale de ce type, y compris l'inévitable confrontation nucléaire, venue en présence temporaire en Pologne ou dans d'autres pays, leur présence se prolonge indéfiniment, et finalement c'est le coup d'État en Ukraine, fomenté et financé de son propre aveu par Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires européennes et eurasiatiques. Le but visé était et demeure de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est face à ce chantage organisé que s'est manifestée la résistance russe. Aujourd'hui, nous avons donc d'un côté le chantage nucléaire d'Obama et de l'OTAN, qui, après avoir tenté d'étrangler économiquement la Russie, font peser sur elle la menace militaire. En effet, le calcul est de convaincre la Russie, en passant au besoin à l'acte, que l'OTAN est en mesure de détruire, grâce à la précision de ses missiles, à leur modernisation et à leur caractère furtif, que l'OTAN est capable de détruire la capacité russe de contre-frappe, de deuxième frappe, en cas de première frappe de l'OTAN. Donc, on se situe bien dans l'hypothèse d'une première frappe de l'OTAN, sans le dire tout en le disant. À quoi la Russie réplique, consciente de cette stratégie, qu'elle se réserve une capacité de première frappe si ses intérêts vitaux sont menacés ou ceux de ses principaux alliés. La Russie veut empêcher l'escalade nucléaire et pour cela, montrer que si le chantage est pratiqué contre elle, elle se réserve non seulement la capacité d'une première frappe, mais surtout d'une riposte de deuxième frappe capable d'anéantir les pays membres de l'OTAN. Nous en sommes là, donc, et Obama joue chaque jour davantage avec le feu, et c'est le feu nucléaire. Il prépare d'abord tout son arsenal au complet et le déploie. On l'a vu. Ensuite, deuxièmement, en Syrie, Obama profite de l'intercession parlementaire, des vacances du Congrès américain, pour violer la constitution de son pays en changeant les règles d'engagement de ses forces en Syrie, ses forces aériennes, sans demander l'avis du Congrès et bien entendu sans avoir l'approbation de l'ONU. C'est la théorie de l'exécutif unitaire de Bush et de Cheney, contraire au principe de séparation des pouvoirs fondateur de la Constitution américaine. Et troisièmement, un changement de grande portée se trouve actuellement mis en place au niveau des forces armées américaines. Les généraux modérés, qui étaient totalement opposés à l'hypothèse d'une guerre nucléaire, sont remplacés par